L'Iran a passé les 2 dernières semaines à être durement frappé. Avec l'opération Lion-Levant, Israël a détruit de nombreux sites militaires clés en Iran, ainsi que des figures cruciales de sa direction et de ses structures nucléaires. Les États-Unis ont enchaîné avec l'opération Marteau de minuit, utilisant d'énormes bombes anti-bunkers de 15 tonnes pour détruire les installations nucléaires iraniennes profondément enfouies sous terre. Désormais, l'Iran n'a plus aucun endroit où se réfugier. C'est ce qu'affirme un général américain à la retraite, 4 étoiles, qui dit que l'armée et l'économie de l'Iran sont anéanties. Et il se peut que ce ne soit pas seulement temporaire, l'Iran pourrait bien être fini pour toujours. Cette vidéo va vous expliquer pourquoi. D'abord, le général et sa citation. Le 24 juin, la journaliste d'MSNBC Ana Cabrera s'est entretenue avec plusieurs personnes pour discuter de la guerre en cours entre Israël et l'Iran. Parmi eux se trouvait le général 4 étoiles, à la retraite, Barry McCaffrey, que Cabrera a interrogé sur ce que l'Iran espérait accomplir en frappant une base militaire américaine au Qatar. En représailles pour l'opération Midnight Hammer, la réponse de McCaffrey a révélé l'état de désespoir dans lequel se trouve actuellement l'Iran. Il dit à propos de l'attaque au Qatar : « Je pense que c'était entièrement de la part de l'Iran, une tentative de convaincre leur propre population qu'ils n'avaient pas été profondément humiliés, qu'ils n'étaient pas soumis à la domination israélienne de leur espace aérien. Et l'Iran a besoin de donner cette impression apparemment fausse en ce moment. » Pourquoi ? McCaffrey explique. L'Iran est dans une situation vraiment désespérée. L'économie est au plus bas. Ils n'avaient plus de bonnes options militaires. Ils ne pouvaient pas fermer le Golfe Persique au pétrole. Sinon, cela aurait aliéné la Chine et la zone asiatique. Ils n'ont aucun allié. Ils ont subi des pertes dévastatrices parmi leurs dirigeants militaires, scientifiques et politiques. Il a dû y avoir des conversations vraiment difficiles. Ils ont dû venir à la table des négociations. Ils n'avaient plus aucune option. En quelques phrases, McCaffrey résume la situation désespérée dans laquelle l'Iran se trouve maintenant. Est-ce vraiment aussi grave que ce que dit le général 4 étoiles ? Pour répondre à cette question, il vaut la peine d'examiner chacun de ces arguments en détail, en commençant par l'économie iranienne. En réalité, l'économie iranienne était en difficulté bien avant que les États-Unis et Israël ne mènent leur frappe contre le pays. C'est ce qu'affirme le collaborateur de Modern Diplomat, le docteur John Calabresi, qui a écrit sur l'état de l'économie iranienne en novembre dernier. 2024 de plus. Calabresi a souligné de nombreux problèmes. Les sanctions sont un énorme problème. Sous les sanctions de pression maximale mises en place par l'administration Trump, plus de 90% des 120 milliards de dollars de réserves de devises de l'Iran sont devenus inaccessibles. La valeur de sa propre monnaie s'est également effondrée, après que Trump a imposé des sanctions secondaires, qui ont fait chuter de 60% la valeur du rial. Une forte contraction économique, une baisse du revenu par habitant, et une augmentation des niveaux de pauvreté ont toutes résulté des sanctions. Même maintenant, 4 ans après la fin du premier mandat de Trump, le taux de pauvreté en Iran s'élevait à 36,1% de la population en 2023, selon Macrotrend. Certes, ce taux est en diminution. Il s'élevait à 39% en 2022 et en 2021, 42,8% en 2020 et 48,4% en 2019. Mais même cette réduction ne veut pas dire grand-chose. Selon Macrotrend, une personne vivant dans la pauvreté en Iran gagne moins de 5,50 par jour. Même ceux qui gagnent au-dessus de ce seuil ont des revenus si faibles que leur mode de vie serait considéré comme un niveau de pauvreté dans de nombreux autres pays. Toute cette tourmente économique a également entraîné une flambée des taux d'inflation, selon Trading Economics. Il partage un graphique qui montre que le taux d'inflation mensuel de l'Iran n'est jamais descendu en dessous de 30% à aucun moment, entre mai 2024 et mai 2025. En avril, il a atteint un taux record de 38,9%, bien que mai 2025 n'ait pas été beaucoup mieux. L'inflation était de 38,7% ce mois-là. Tout cela s'est produit avant les frappes de juin menées par Israël et les États-Unis. Pour l'Iran, ces frappes plongeraient une économie déjà en difficulté dans un chaos total, voire même dans l'effondrement. Avançons jusqu'en juin, et plusieurs médias affirment que l'effondrement est imminent. Ils incluent le Conseil national de la résistance iranienne, ou Conseil national de la résistance iranienne, qui souligne que le taux d'inflation de plus de 30% n'est pas nouveau pour l'Iran.
Le pays subit une inflation à 2 chiffres depuis 7 années consécutives. Selon le Conseil national de la résistance iranienne, une grande partie de ces problèmes économiques est due à la direction de l'Iran. En ce sens, la crise de l'Iran est méta-économique. Les racines se trouvent dans la structure politique plus large, des politiques macroéconomiques rigides, l'indécision et un manque de volonté de poursuivre des réformes fondamentales. Les décideurs manquent à la fois des outils et de l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre des changements significatifs, car les décisions cruciales restent centralisées et contraintes par l'idéologie, notamment en raison de l'engagement du régime envers son programme nucléaire et sa politique étrangère conflictuelle, selon lui. Le résultat est une nation qui était déjà en déclin prononcé bien avant que les bombes et les missiles ne tombent. Désormais, l'économie de l'Iran est sur le point de s'effondrer. L'argument de McCaffrey tient clairement la route ici, avec le journaliste du Times, Richard Spencer, qui a également écrit le 24 juin que l'économie de l'Iran est à un point si bas que la seule véritable option du pays maintenant est la reddition. Se soumettre à la volonté des États-Unis et abandonner son programme nucléaire pourrait ouvrir la voie à la levée des sanctions qui ont causé d'énormes problèmes à l'Iran, écrit Spencer. Cela pourrait également débloquer des dizaines de milliards de dollars pour la nation, non seulement en actifs de réserve gelés, mais aussi en lui donnant la possibilité de vendre son pétrole à un prix bien plus élevé que celui auquel elle peut actuellement le vendre. Les commerçants pourraient revenir sur les marchés d'exportation et recevoir des paiements en dollars américains, ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis. L'Iran a été coupé du système SWIFT en 2012. Sinon, Spencer écrit que l'Iran pourrait camper sur ses positions et insister sur son affirmation selon laquelle l'adhésion au traité de non-prolifération nucléaire lui donne le droit d'enrichir de l'uranium, et dire aux États-Unis et à leurs alliés européens de faire tout ce qu'ils peuvent. Pour l'instant, cela semble être le plan iranien, mais ce plan ne peut tout simplement pas fonctionner. L'Iran s'effondre déjà sous le poids des sanctions, qui sont la conséquence directe de son insistance à maintenir un programme nucléaire. Des frappes aériennes contre ces installations clés ne feront qu'alourdir ce fardeau. Une pression supplémentaire pourrait être exercée si l'Iran refuse de négocier maintenant qu'un cessez-le-feu est en place. Ce cessez-le-feu est fragile. La direction iranienne a déjà montré sa volonté d'attaquer les États-Unis dans une tentative désespérée de sauver la face. Si elle tente de recourir au même type de manœuvre lors des négociations sur son programme nucléaire, c'est l'économie vacillante qui en serait la principale victime. La vie de l'Iranien moyen deviendra encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Cela pourrait préparer le terrain à une rébellion qui pourrait mener à un changement de régime à l'avenir. Mais supposons un instant que l'économie ne soit pas un problème majeur pour l'Iran. Ces dirigeants vivent dans un monde imaginaire où ils n'ont pas à se soucier de l'argent, et peuvent ainsi consacrer toute leur attention à combattre Israël et les États-Unis avec toute la puissance de leurs forces militaires. Cela n'a aucune utilité pour l'Iran, ce qui nous amène au deuxième point soulevé par McCaffrey. L'Iran a déjà épuisé toutes ses options militaires. L'Iran dispose principalement de 2 armes pour tout type de conflit dans lequel il se trouve, les missiles et l'équipement de guerre terrestre. Nous parlerons du second dans un instant. Mais ce sont ces missiles qui se sont révélés être la principale forme de riposte de l'Iran face aux frappes d'Israël et des États-Unis. Et il y a une bonne raison à cela, selon Dany Citrinovit, qui dirige le programme d'accès à l'Iran et au chiisme à l'Institut d'études de sécurité nationale. L'Iran possédait environ 2000 missiles, avant le début de sa guerre avec Israël. Ces missiles à la Skonok-Vaknov est un objectif clair. L'Iran avait l'intention de les utiliser pour marteler la vaste défense aérienne d'Israël, comptant sur le simple volume pour forcer Israël à épuiser ses réserves de missiles défensifs. Cela laisserait des failles que l'Iran pourrait exploiter lors de futures frappes de missiles et de drones. Le problème de l'Iran ici est double. Premièrement, il est rapidement à court des missiles sur lesquels il compte pour ce type de frappe. Et cela se ressent à l'échelle des frappes de missiles jusqu'à présent. Iran International rapporte que l'armée israélienne affirme que l'Iran a tiré moins de 400 missiles entre l'opération Lion-Levant et le 17 juin. Sur ces 400 missiles, selon des sources, entre 20 et 40 ont réussi à percer les défenses israéliennes pour atteindre leur cible. Des sources indiquent également qu'environ 600 personnes seulement avaient été blessées par les frappes de missiles iraniennes d'ici juin 17, avec environ 19 000 personnes déclarant des dommages à leur domicile et un peu plus de 2700 personnes évacuées. Ce ne sont pas les résultats auxquels un pays devrait s'attendre après avoir utilisé près d'un cinquième de son stock de missiles, et c'est là que réside le problème. Le but de l'Iran est de lancer une guerre d'usure contre Israël. C'est ce qu'a déclaré Citrinovitch lors d'un entretien avec Iran International. Cependant,
Cette guerre d'usure repose sur d'importants stocks de missiles, et l'Iran est rapidement à court. L'Iran peut encore mener une guerre d'usure, mais il devra en tenir compte dans ses calculs. Il sera très difficile de lancer 100 à 200 missiles en une seule fois. Ils sont sous la supériorité d'Israël, et ne peuvent pas utiliser beaucoup de lanceurs, car Israël les frappera, et ils lancent aussi en se cachant, dit-il. Citrinovitz note également qu'Israël a déjà frappé durement la capacité de production de missiles de l'Iran, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus difficile pour le pays de remplacer les missiles qu'il tire. Actuellement, on pense que l'Iran dispose d'environ 1200 missiles restants. Cela signifie qu'il ne peut pas mener beaucoup plus de frappes comme celles observées dans les jours qui ont suivi l'opération Lion-Levant, avant d'être à court de missiles. L'Iran sans missiles est sans défense, mais même si l'Iran pouvait fabriquer plus de missiles au rythme nécessaire, cela pourrait ne pas avoir d'importance. Le deuxième problème auquel l'Iran est confronté, c'est que ces missiles ne sont tout simplement pas aussi performants que ceux d'Israël. C'est ce qu'affirme Thomas Junod, chercheur associé à Chatham House, qui écrit « Leurs missiles et drones sont également rudimentaires par rapport aux capacités avancées de défense aérienne d'Israël. » Encore une fois, des failles sont évidentes dans l'approche militaire de l'Iran. Il croyait clairement que le volume suffirait à dissuader Israël et les États-Unis de lancer autre chose que des frappes aériennes isolées occasionnelles. L'opération Ligne Montante a montré qu'Israël était sérieux au sujet d'une campagne aérienne concertée. L'Iran n'avait tout simplement pas la qualité de missiles nécessaire pour lancer une réponse adéquate. Et il est en train d'épuiser rapidement le stock qui lui permet encore d'être une menace. Ensuite, il y a l'option de la guerre terrestre. Un combat sur terre est le seul dans lequel l'Iran aurait une chance de l'emporter contre Israël. Selon Global Firepower, qui classe 145 pays en fonction de la puissance de leurs forces armées chaque année, l'Iran dispose d'une armée active beaucoup plus importante, avec 610 000 soldats, contre 170 000 pour Israël. Il dispose de 115 000 réserves de carburant, mais compense cela avec 185 000 forces paramilitaires supplémentaires. L'Iran possède plus de chars, presque 2 fois plus de véhicules blindés, et seulement 1900 unités d'artillerie tractées en plus. Et rien de tout cela n'a d'importance. Israël ne mène pas de guerre terrestre contre l'Iran, et il n'a aucune intention d'en commencer une, il n'en a pas besoin. La force aérienne bien supérieure d'Israël cause tous les dégâts dont Israël a besoin. La seule façon pour que la guerre se déroule au sol, c'est si l'Iran franchit plusieurs frontières pour amener cette guerre en Israël. L'Irak pourrait le permettre, bien que les forces iraniennes feraient face à l'opposition des 2500 soldats américains, encore stationnés dans ce pays. Mais qu'en est-il de la Syrie ou de la Jordanie ? Il ne semble pas que l'un ou l'autre veuille montrer un soutien direct à l'Iran en permettant à ses forces de traverser leur territoire pour atteindre Israël. Et même si c'était le cas, ces forces seraient bombardées par l'armée de l'air israélienne et feraient probablement face à une opposition directe des États-Unis pendant leur progression. Le point ici, c'est que l'Iran se prépare à une guerre terrestre qui n'aura jamais lieu. Sa seule autre option est son stock de missiles, qui s'épuise de plus en plus. McCaffrey a entièrement raison. L'Iran n'a plus aucune option militaire. Rien de ce qu'il tente ne causera de sérieux dégâts à Israël, avec les rares missiles qu'il parvient à lancer. Cela ne mènera probablement qu'à des représailles. Cela cause bien plus de dégâts à l'Iran, que l'Iran ne peut en causer à Israël. Et cela nous amène aux commentaires de McCaffrey sur le golfe Persique, en particulier le détroit d'Ormuz, que l'Iran contrôle en partie. Al Jazeera qualifie le détroit d'Ormuz de point de passage pétrolier le plus critique au monde, car il relie le golfe Persique au golfe d'Oman. La région nord de ce détroit est contrôlée par l'Iran, et elle dispose d'une marine suffisamment puissante pour former un blocus qui pourrait empêcher les pétroliers de traverser. Ce n'est pas une grande marine. Global Firepower indique que l'Iran possède 107 unités qui totalisent un tonnage de 223 395. Mais dans un point d'étranglement comme le détroit d'Ormuz, cette marine pourrait être extrêmement efficace. Mais cette efficacité a un prix élevé que l'Iran ne peut pas se permettre de payer. Littéralement. La British Broadcasting Corporation rapporte que l'administration américaine de l'information sur l'énergie estime qu'environ 20 millions de barils de pétrole traversent le détroit d'Ormuz chaque jour. Cela représente environ 600 milliards de dollars de commerce énergétique, dont une bonne partie va directement dans les coffres de l'Iran. Après tout, c'est un vendeur de pétrole lui-même. Étant donné ce que l'on sait déjà sur l'économie iranienne, fermer le golfe Persique pourrait signifier que l'Iran paralyserait sa propre capacité à vendre du pétrole. Même si l'Iran autorise ses propres navires à passer, rien n'empêche d'autres nations, en particulier les États-Unis, d'installer leurs propres barrages.
Cela empêche ces navires d'atteindre leur destination. En réponse à la fermeture du golfe Persique par l'Iran a tout de même cette option. La principale raison pour laquelle il n'envisagera même pas de fermer le détroit d'Ormuz, c'est que cela mettrait la Chine en colère. En ce moment, la Chine est le plus grand client pétrolier de l'Iran. La Chine achète environ 90% des produits pétroliers de l'Iran, profitant des sanctions occidentales qui font baisser le prix de ces produits pétroliers dans le processus. Cependant, l'Iran n'est pas le seul pays à vendre du pétrole à la Chine via le golfe Persique. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, environ 84% de ce pétrole, qui transite par le détroit d'Ormuz, est destiné à des pays asiatiques, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. La Chine est de loin le plus grand acheteur des 4 pays mentionnés. Un impressionnant 47% du pétrole transporté par voie maritime que la Chine reçoit passe par le golfe Persique, et la Chine a besoin de ce pétrole. Ces réserves ne s'élèvent qu'à 1,1 milliard de barils, ce qui suffit à couvrir les besoins en pétrole de la Chine pendant environ 2 mois et demi. Pensez à l'impact qu'aurait la fermeture du détroit d'Ormuz sur la Chine. Elle perdrait soudainement près de la moitié du pétrole transporté par voie yacht et maritime qu'elle achète. Et l'Iran, l'un de ses alliés peu fiables, en serait responsable. La Chine le sait. Il est également probable qu'elle influence directement l'Iran pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Comme l'écrit Adrian Blomfield dans le Télégraphe. La Chine, fortement dépendante des expéditions de pétrole passant par le détroit, ressentirait probablement l'impact de façon plus aiguë à mesure que la pression s'accentue sur ses réserves stratégiques de pétrole, affirme Blomfield. Pékin, malgré sa rhétorique anti-américaine et ses liens politiques et commerciaux étroits avec l'Iran, utilise vraisemblablement son influence sur Téhéran pour éviter qu'il ne prenne une mesure aussi drastique. Ajoutez à cela le risque de provoquer la colère de la Chine, en plus des conséquences économiques mentionnées précédemment. Blomfield note que l'Iran a gagné 67 milliards de dollars grâce à la vente de pétrole entre mars 2024 et mars 2025. Si cela va jusqu'au bout, l'économie iranienne vacillante s'effondre et l'Iran perd un allié clé en Chine. L'Iran ne peut littéralement pas se permettre de fermer le détroit d'Ormuz. Ce serait se tirer une balle dans le pied, et les dégâts causés à l'Iran, tant sur le plan intérieur que géopolitique, seraient suffisants pour le ruiner à jamais. Des options. Quelles options ? Comme l'a justement dit McCaffrey, l'Iran n'a aucune direction vers laquelle se tourner pour obtenir quoi que ce soit qui ressemble à une victoire dans la crise actuelle au Moyen-Orient. Alors que l'Iran est confronté à ce manque total d'options, il doit également faire face au dernier problème que McCaffrey souligne. Il perd des personnalités clés du domaine militaire et nucléaire de tous les côtés. Beaucoup de ces personnalités sont mortes lors de l'opération Lion Ascendant. Comme l'a rapporté Sky News le 16 juin, l'Iran a perdu le chef d'état-major de ses forces armées, Mohammed Hussein Bagheri, lors de l'attaque initiale d'Israël. Il était le 2e plus haut commandant militaire d'Iran, juste derrière le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei lui-même. Parmi les morts se trouvait également Hussein Salami, qui dirigeait le corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC. Et il avait déjà averti par le passé que l'Iran ouvrirait les portes de l'enfer s'il était attaqué par un autre pays. Salami ne détient plus la clé de cette porte. Parmi les autres morts figurait le chef du renseignement de l'IRGC, Mohamed Kazemi, ainsi que le chef du commandement d'urgence du groupe, Ghulam Ali Rashid. L'Iran a également perdu le scientifique nucléaire Feridoun Abbasi Davani, qui dirigeait l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Entre 2011 et 2013, et ayant siégé au Parlement du pays jusqu'en 2024, il est décédé. Il en est de même pour Mohamed Mehdi Teranchi, qui était l'un des principaux physiciens nucléaires de l'Iran. Et pour enfoncer le clou, Israël a également réussi à tuer Ali Shadmani le 17 juin. Shadmani a remplacé Golem Ali Rashid, ne restant en poste que 4 jours avant d'être éliminé. Pensez à ce que cela signifie pour l'Iran, alors qu'il essaie de faire face à son absence totale d'options. Les plus grands stratèges militaires, qui auraient pu trouver des solutions, meurent les uns après les autres. Ce sont tous des personnes qui avaient un accès direct à Khamenei, et qui auraient été des conseillers de confiance jusqu'à leur mort. La perte de plusieurs scientifiques nucléaires clés nuit également à l'Iran. Chaque cerveau nucléaire perdu est un de moins, qui ne peut contribuer à la relance du programme nucléaire iranien. Ainsi qu'il peut créer un moyen de dissuasion contre l'agression israélienne et américaine. L'Iran est coincé, comme l'a dit McCaffrey lors de sa conversation avec MSNBC. Les Israéliens auraient probablement aimé que la guerre dure encore 1 ou 2 semaines pour pouvoir s'en prendre aux cibles du régime. Mais essentiellement, ils avaient atteint tous leurs objectifs. Les dégâts infligés à l'Iran sont faits, et avec l'entrée en liste des États-Unis lors de l'opération Marteau de minuit, l'Iran sait que ses options, déjà limitées, se sont évaporées.
Tout ce qui reste à faire, c'est de venir à la table des négociations pour discuter de son programme nucléaire. Les décisions que l'Iran prendra lors de ces discussions pourraient ni sauver le pays et son régime actuel, ou le condamner à jamais. Maintenant, il n'y a pas que l'Iran qui panique à la suite des frappes aériennes israéliennes et américaines contre l'Iran. Vladimir Poutine est tout aussi terrifié, mais pour des raisons très différentes. Découvrez ce qui a tant bouleversé les dirigeants russes à propos de ce qu'Israël et les États-Unis ont accompli dans notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de commentaires vidéo sur les dernières nouvelles concernant la guerre Israël-Iran.